Bienvenue dans l'envers de la bouffe, la série où on regarde ce qu'on nous sert avant de l'avaler. À chaque épisode aussi, on entend la même histoire. C'est la nature, c'est le hasard, c'est pas de chance. En réalité, les maladies suivent des routes très humaines. Elles circulent avec nos animaux d'élevage, nos camions, nos cargos et nos filières mondialisées. Aujourd'hui, on va regarder comment 3 leviers, la surpopulation, les transports d'animaux vivants et la mondialisation, transforment un agent pathogène en problème systémique. On va parler volailles, bovins, porcs et même poissons d'élevage. On va expliquer pourquoi certaines pratiques amplifient la transmission, comment elles augmentent le risque de mutation et ce qu'on peut faire quand on ne veut ni paniquer ni avaler des slogans. Et vous verrez que bien souvent, la première barrière sanitaire qu'on a supprimée, c'est pas une frontière, c'est le bien-être animal. Plus les animaux sont nombreux dans un même volume, plus un agent pathogène trouve d'hôtes. C'est évident, mais décisif. Dans un bâtiment de 20 000 poulets ou une salle d'engraissement porcin, la distance entre 2 animaux est souvent égale à la portée d'une gouttelette. En épidémiologie, on parle de R0, le nombre moyen de nouvelles infections causées par un individu infecté. La densité agit comme un multiplicateur de R0. Elle augmente la probabilité de contact, elle réduit le temps entre 2 contaminations, elle permet à un agent pathogène faiblement transmissible de devenir très transmissible dans ce contexte. Conséquence, des chaînes de contagion éclairent et quand la circulation est rapide, le nombre total de réplications virales bondit. Chaque réplication est une chance de mutation supplémentaire. Ça ne fabrique pas les virus, mais ça accélère leur évolution. On ajoute à ça l'ammoniac, l'humidité, la poussière organique qui irrite les muqueuses et abaisse les défenses locales, nez, gorge, poumons. Résultat, barrière immunitaire affaiblie, infection plus facile, rebond plus fréquent. Deuxième levier, l'uniformité génétique. Dans un troupeau génétiquement varié, un pathogène va buter sur des individus naturellement moins sensibles. Dans une lignée homogène, la même faille immunitaire se répète partout. Si un agent infectieux trouve la bonne clé, il ouvre toutes les portes. C'est ce qu'on appelle l'effet monoculture appliqué aux animaux d'élevage. J'entends souvent dire « c'est bizarre, il y a de plus en plus de maladies chez les animaux d'élevage ». Sous-entendu, on invente ou on crée des maladies pour engraisser les laboratoires pharmaceutiques et encourager les importations. En réalité, on a supprimé les pare-feux biologiques qui, dans la nature, ralentissent la propagation. D'où des épidémies plus hautes et plus rapides avec plus de pertes simultanées. Troisième levier, les transports. Chaque année, des centaines de millions d'animaux vivants sont déplacés entre élevages, entre pays, voire même entre continents. Des veaux laitiers expédiés pour l'engraissement vers l'Italie ou l'Espagne, des porcelets multisites, des poules prêtes à pondre qui changent d'élevage, l'importation de canetons depuis la Bulgarie ou la Roumanie, des poissons transférés entre bassins, des transports vers les abattoirs. On a déjà évoqué la question dans la vidéo sur la filière des poules pondeuses, je vous remets le lien en haut à droite de l'image si ça vous intéresse. Un transport, c'est le mélange de plusieurs lots d'animaux, donc mélange de flore microbienne, un stress physiologique qui implique une hausse du cortisol et une baisse d'immunité. Une ventilation partagée avec des contacts répétés et un temps suffisant pour se contaminer et excréter à l'arrivée. Côté pathogène, ça augmente la diffusion, de l'élevage A vers l'élevage B, ça élargit la carte du pays X au pays Y et ça multiplie les introductions dans des zones non touchées. Le plus ironique dans tout ça, c'est qu'on parle souvent de biosécurité à la porte d'un bâtiment pendant qu'on organise des flux massifs d'animaux d'un site à l'autre. Le virus ne se téléporte pas, il roule. La mondialisation, elle ne concerne pas que les téléphones, elle concerne le vivant. Couvoirs spécialisés, génétique exportée, engraissement à l'étranger, abattage ici et transformation là-bas, puis re-exportation. À chaque étape, des animaux vivants ou leurs produits biologiques, œufs à couver, semences, alevins, traversent des frontières. Conséquence, des agents pathogènes régionaux deviennent globaux. On l'a vu avec des virus porcins, SDRP, influenza porcine, des maladies des ruminants comme récemment la dermatose nodulaire contagieuse chez les vaches, dont j'ai parlé en vidéo également si vous voulez aller voir, je vous remets le lien sur la vidéo. Des parasitoses et bactéries opportunistes en aquaculture, vibrions, flavobactéries, c'est pas la nature qui se mondialise, c'est notre logistique.
Et plus un agent circule loin et longtemps, plus il rencontre des contextes différents, climat, espèces, pratiques, donc plus il a d'opportunités d'adaptation. La vitesse et l'ampleur des flux modifient l'écologie des maladies. Quand on parle de bien-être animal, on pense éthique, à juste titre. Mais il y a un angle dont on parle trop peu, c'est la santé publique. Un animal en surdensité, soumis au bruit et à l'ammoniac, avec peu d'enrichissement, peu de lumière naturelle et un rythme de croissance artificiellement accéléré, c'est un animal immunodéprimé. Le stress chronique entraîne une production continue de cortisol. Quand elle reste élevée trop longtemps, elle perturbe le bon fonctionnement du système immunitaire. Ajoutez à ça le manque d'espace, la privation de comportements naturels et la compétition pour la nourriture, tout ça épuise les défenses immunitaires des animaux. Résultat, un temps d'excrétion souvent plus long, une charge pathogène plus élevée, une réceptivité accrue aux co-infections. En clair, plus un animal est stressé ou affaibli, plus il devient une cible facile pour les microbes. En matière d'élevage, le bien-être n'est pas seulement un sujet éthique. C'est une barrière sanitaire primaire, celle qu'on a abaissée par choix économique. Pour que tout ça reste concret, on va regarder comment ces mécanismes fonctionnent dans des filières réelles. Prenons d'abord les porcs. Dans la majorité des élevages, les animaux ne passent pas toute leur vie au même endroit. Ils naissent dans une maternité, puis sont déplacés dans un autre site après le sevrage, puis dans un troisième pour l'engraissement. Chaque déplacement, c'est un mélange de troupeaux, de microbes et d'animaux d'âge différents. C'est ce système-là qui entretient certaines maladies endémiques du porc, comme les différentes formes de grippe porcine. Ce ne sont pas des épidémies qui tombent du ciel, ce sont des maladies qui circulent parce que le modèle de production les transporte avec lui. Chez les bovins, le même principe existe, mais sous une autre forme, celui des veaux de boucherie. Un veau peut naître dans une ferme laitière, puis être collecté par un négociant, transporté dans un centre d'engraissement, puis revendu plusieurs fois avant d'atteindre l'âge d'abattage. Chaque changement de camion, de bâtiment, de groupe social augmente le risque sanitaire. Et même pour des maladies où l'animal n'est pas le seul acteur, comme la fièvre catarrhale ovine, qu'on appelle le plus souvent maladie de la langue bleue, les déplacements jouent un rôle clé. Un bovin infecté peut transporter le virus sur plusieurs centaines de kilomètres avant d'être piqué par un moucheron local qui va ensuite transmettre la maladie autour de lui. La densité accélère la contamination, le transport étend le territoire contaminé. Dans la filière volaille, c'est encore plus net. Les poussins naissent dans des couvoirs, partent dans des élevages de croissance, puis sont transférés une deuxième fois dans un élevage de ponte ou d'engraissement, et encore une fois pour atterrir à l'abattoir. Chaque transfert, c'est un risque. Un camion mal lavé, un ventilateur qui expulse l'air d'un bâtiment affecté, un technicien qui passe d'un site à l'autre avec les mêmes bottes. C'est cette structure en maillons séparés qui fait circuler les agents infectieux beaucoup plus que les oiseaux migrateurs sauvages. Même logique en aquaculture. On a tendance à croire que l'eau isole les poissons, mais c'est tout l'inverse. Elle relie tout. Dans des bassins denses, une seule bactérie ou un seul parasite peut se propager extrêmement vite, puis voyager à travers l'eau de transport ou les échanges d'alevins. Dans ce contexte-là, la mondialisation ne fait qu'amplifier l'équation. On importe des œufs de truite, des saumoneaux, des aliments et avec eux des pathogènes parfois invisibles. Dans toutes ces filières, on retrouve les mêmes ingrédients, des animaux concentrés, des mouvements constants et des souches génétiques identiques d'un élevage à l'autre. Et quand ça suffit pas à faire circuler les maladies, la mondialisation du commerce, elle, s'en charge. Quand ça casse, on indemnise avec l'argent public, on vaccine avec l'argent public, on abat massivement et on reconstruit à l'identique. En résumé, quand une épidémie frappe, c'est la collectivité qui en paie le prix. Indemnisation, abattage, aide publique, alors que les bénéfices du système, eux, restent dans la filière. Production rapide, gros volume et prix bas. C'est cohérent d'un point de vue comptable, c'est absurde d'un point de vue sanitaire et écologique. On ne réglera pas ça avec une baguette magique, mais 4 leviers existent. Le premier, réduire la densité effective par bâtiment ou par bassin, c'est la seule manière de baisser mécaniquement le R0. Deuxième levier, diminuer les transports d'animaux vivants, favoriser le transport de viande plutôt que le vivant, limiter le multisite, relocaliser certaines phases de production. Troisième levier, la résilience génétique, réintroduire diversité, lignées, races rustiques adaptées, quitte à baisser un peu la performance moyenne, pour réduire la vulnérabilité globale. Et quatrième levier, le bien-être animal comme norme sanitaire. Enrichissement, espace, litière, lumière naturelle, rythme biologique. Tout ça a pour conséquence une immunité plus robuste, une excrétion moindre, une diffusion ralentie. C'est pas moins moderne, c'est plus intelligent. Parce que maintenir une productivité en acceptant des épidémies chroniques,
c'est simplement faire un mauvais calcul. Les maladies des élevages ne tombent pas du ciel. Elles suivent nos choix, densité extrême, animaux uniformes, déplacements permanents, mondialisation du vivant. On peut continuer à soigner les symptômes avec des abattages et des vaccins ou réduire les causes, moins de densité, moins de transport, plus de diversité, plus de bien-être réel. C'est pas une bataille contre la nature, c'est une révision de notre logistique et de notre comptabilité. Arrêtez de pousser la machine au point où elle crée ses propres crises. Si vous avez des idées reçues ou des chiffres à challenger, toutes les sources sont à l'écran. On ne cherche pas à avoir raison, on cherche à comprendre ce qui fait vraiment circuler les maladies et à agir là où ça compte. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, pensez à le faire savoir. Un pouce bleu, un commentaire et surtout partagez-la. C'est comme ça que ce genre de contenu sort un peu de la bulle habituelle de YouTube. Et si vous voulez suivre la suite de cette série L'envers de la bouffe, abonnez-vous, activez la cloche ou au moins gardez le lien de la playlist sous la main. Et petite nouveauté, si vous êtes sur mobile, vous pouvez maintenant booster la vidéo pendant les 7 premiers jours pour l'aider à être mise en avant. C'est gratuit et ça aide vraiment à ce que YouTube considère ce sujet comme important. On se retrouve dans le prochain épisode. À la prochaine et n'oubliez pas, le plus important c'est pas ce qu'il y a dans l'assiette mais ce qu'il y a en dessous.